Merci pour cette introduction et pour ce mot d'accueil très inspirant, très émouvant. Et j'espère que la conférence que j'ai préparée, qui s'inspire de ce cours donné à l'ENSA Val-de-Seine, répondra aux attentes de l'association, que je tenais à remercier donc pour cette invitation. Alors, pour essayer de ne pas vous endormir en ce dimanche matin, j'ai avec moi quelques antisèches. Et nous allons faire une petite balade dans le secteur du patrimoine en France. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas un cours de Chaillot, soyez rassurés. Nous allons voir quelques points marquants de l'histoire au travers de la réglementation en France, mais aussi en dialogue avec les chartes internationales pour comprendre, pour tenter de définir déjà, et comprendre comment a évolué donc la notion de patrimoine en France. Ça ne vous a pas échappé, la France est donc les pays qui a l'initiative des journées européennes du patrimoine. Donc, nous avons matière à parler. La première chose importante qui me semble-t-il pour démarrer cette journée, c'est de rappeler la loi du 3 janvier 1977, qui est la plus connue comme donc la loi sur l'architecture, qui définit l'architecture comme un bien d'intérêt public, et par extension donc le patrimoine, n'est-ce pas? Le patrimoine qui est l'architecture, qu'elle soit savante ou pas, protégée ou pas, ça représente la mémoire, ça représente la mémoire collective. C'est pour ça que ça génère sans doute des débats, des émotions, qui n'a pas suivi avec la ferveur avec laquelle les débats ont lieu sur la restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris récemment, avec plein de publications, des débats, des prises de position, et ainsi de suite. C'est sans doute aussi pour ça que le patrimoine, souvent, est la cible privilégiée lorsque l'on traverse des périodes d'incertitude, de conflits et des combats. C'est donc une expression de première importance de notre mémoire et de notre société. Alors, si on commence à tenter de définir, parce que le réussir, c'est encore une autre histoire, pour le dictionnaire Larousse, donc, le patrimoine, c'est un bien qu'on tient par héritage de ses descendants, de ses ascendants, ce qui est considéré comme un bien propre, une richesse. Par exemple, son patrimoine, c'est son intelligence. Ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe, le patrimoine culturel d'une ville, région, pays, l'ensemble des biens, droits, obligations ayant une valeur économique, etc. etc. On enchaîne dans des notions qui ne nous intéressent pas. Mais les notions qui nous intéressent ici, c'est héritage, richesse et la notion de collectif. Si on interroge notre moteur de recherche majeur, Google Images, on commence à voir à la fois donc, des images de la Tour Eiffel, des monuments historiques plus connus, la Grèce, etc. Et aussi toujours cette notion de patrimoine financier, on va dire. Lorsqu'on s'intéresse sur Pinterest, par exemple, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un moteur de recherche que nous, architectes, utilisons assez souvent pour trouver de l'inspiration. Là, on sent bien que la tendance s'accroît quand on va parler d'architecture. Et on voit les hospices de Beaune, on voit Venise, Paris, Turin, etc. On resserre un peu l'échelle du patrimoine vers l'architecture. Mais le patrimoine, la naissance de la notion du patrimoine en France, d'où ça vient? En tout cas, tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc la notion de protection du patrimoine démarre en France à la suite des actes de vandalisme post-révolutionnaires subis par les monuments, les événements ayant détruit des grands chefs-d'œuvre de toutes les échelles, nature, style, époque, provoquant ainsi des pertes inestimables
pour l'histoire de l'art et de l'architecture. On l'a dit à l'instant, l'architecture, c'est la représentation, c'est de la valeur, c'est de l'embolisme. Donc c'est l'abbé Grégoire, qui est ici représenté, qui s'exprime devant la Convention pour condamner ces actes. Au nom de la patrie, conservons les chefs-d'œuvre des arts. La Convention doit à sa gloire de transmettre à sa gloire et au peuple, de transmettre à la postérité et nos monuments et son horreur pour ceux qui veulent les anéantir. Donc on peut assimiler cet acte comme cette série de discours de l'abbé Grégoire à la fin du XVIIIe siècle comme l'acte fondateur de la politique de conservation patrimoniale en France. Ensuite, nous avons bien évidemment divers types de patrimoine. Le patrimoine culturel, donc l'ensemble des biens publics ou privés qui représentent un intérêt artistique, esthétique, historique, scientifique ou technique. Le patrimoine culturel immatériel, qui est intimement lié aussi à notre pratique en tant qu'architecte du patrimoine. Donc l'ensemble des pratiques sociales, des représentations, des connaissances de savoir-faire, très important quand on travaille dans la restauration, et qui font partie d'une communauté. Ça comprend aussi les rituels, les arts du spectacle, les traditions, les expressions orales et ainsi de suite. De plus en plus pris en compte, y compris dans le dialogue avec le patrimoine architectural, le patrimoine naturel. L'ensemble des biens dont l'existence, la production et la reproduction sont le résultat d'activités de la nature, même si les objets qui les composent subissent des modifications du fait de l'homme. Très intéressant. Et enfin, le patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine matériel, culturel ou naturel, et immatériel, tradition, pratique culturelle, qui présente un intérêt universel. On a parlé à l'instant de l'UNESCO. Donc l'UNESCO œuvre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine mondial. Si on commence à focaliser donc sur le patrimoine architectural, quels sont les critères pour comprendre, pour considérer un patrimoine architectural en tant qu'un édifice à protéger? Qu'est-ce qui fait qu'on protège un édifice plutôt qu'un autre? Est-ce que ce sont les commanditaires? Par exemple, donc, vous avez là le château de Chambord, construit au XVIe siècle dans le pays de la Loire, donc, qui constitue un ensemble de châteaux, le château de Chambord avec les autres châteaux royaux au pays de la Loire, donc un ensemble architectural de grande importance. Donc, est-ce que c'est parce que ça a été à l'initiative d'un roi? Est-ce que c'est la valeur, la qualité architecturale d'un édifice qui fait qu'on le protège, par exemple la valeur esthétique, qui peut être très subjectif, ce qui est beau pour l'un n'est pas beau pour l'autre, ou est-ce que c'est la valeur technique, par exemple, des porte-à-faux très intéressants, très grands, une innovation technique pour cette époque. Donc vous avez en image la bibliothèque de l'Institut national de l'histoire de l'art, récemment restaurée d'ailleurs. Je vous invite à la visiter si vous ne l'avez pas fait. C'est l'œuvre d'Henri Labrouste, elle est située à Paris. Est-ce que c'est l'échelle monumentale qui fait qu'on reconnaît un édifice plutôt qu'un autre comme un édifice ou un monument quelconque à protéger? Est-ce qu'il faut que ça soit grand? Est-ce qu'il faut que ça soit valorisé par son ensemble urbain impérativement pour que ça soit considéré comme patrimoine? Comme c'est le cas de l'Arc du Triomphe avec l'étoile tout autour. Ou encore les grandes cathédrales de France, qui, donc ici la cathédrale de Laon du XIIe siècle, qui, sans aucun doute, constituent les joyaux de l'architecture gothique et qui s'imposent justement par leur échelle. Est-ce que c'est la valeur d'ancienneté, comme par exemple ici ces fresques de la grotte de Lascaux qui datent de moins 15 000 à 18 000 ans avant notre ère?
Ou encore, est-ce que c'est la rareté? Par exemple, ici, une technique, on a parlé des savoir-faire. Donc ici, c'est la technique développée par Philibert Delorme à une période justement où on se trouvait en pénurie de matériaux et donc il aura fallu innover avec des sections de bois beaucoup moins importantes que celles que nous avions l'habitude de construire. Et pour illustrer cette technique, vous avez, qui a été employée encore plus tard, la caserne de Rochambeau de Mont-Dauphin. Donc une technique du XVIe siècle et qui a continué d'inspirer les architectes tout au long de l'histoire. Et on aura encore un exemple plus tardif. Est-ce que c'est la fonction? Là, on quitte la France un petit moment. Et je vous montre donc le cinéma à Icaraí, à Rio de Janeiro, qui était voué à la destruction, à la démolition, et qui a été sauvé par sa fonction et aussi par l'affect de la population qui s'est mobilisée et qui a organisé un certain nombre de manifestations et d'activités culturelles en vue de sa sauvegarde pour sensibiliser les politiques pour le protéger. En somme, il y a une série de cases à cocher, comme vous les avez vues, et plus ça coche, le nombre de critères, plus c'est facile à reconnaître en bien en tant qu'en patrimoine culturel. Ce n'est pas forcément tous à la fois, c'est parfois pas tous avec le même degré d'intensité, mais il y aura sans doute d'autres encore à cocher, mais plus ça coche, plus c'est plus facile de le reconnaître. Donc il y aura un interrogatoire à la fin, donc sur le début de la législation de la protection en France. On a vu que la protection du patrimoine était la résultante à la fois d'actions de la société civile, mais aussi de l'action politique. C'est une conjonction des deux. Donc, au début de la législation commence aux alentours de 1810, après donc, le discours de l'abbé Grégoire, avec le comte de Montalivet qui demande donc au préfet de dresser un état des lieux. Donc il dit dans cet arrêté, dans cette circulaire, j'ai besoin de renseignements exacts sur le monument français et principalement sur les anciens châteaux qui ont existé et qui existent encore dans nos départements. Donc ça passe d'abord par un inventaire. En 1830, donc nomination des inspecteurs généraux des monuments historiques pour toute la France, Ludovic Vitet et Prosper Mérimée, donc des grandes figures tutélaires du patrimoine français. Et ça continue d'évoluer jusqu'en 1840, donc c'est l'année de l'établissement de cette fameuse première liste des monuments classés au titre de monuments historiques. Elle a été suivie ensuite de plusieurs autres jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1887, donc, il y a une nouvelle notion. La liste des objets et des monuments qui ont été faits commence à avoir une portée juridique, alors même que jusque-là, elle n'avait qu'une valeur indicative. Donc cette loi du 30 mars met en place une autorisation ministérielle pour l'intervention pour tous les travaux de réparation, de restauration ou de modification, pour éviter des malfaçons telles qui ont été montrées juste avant. En 1887, donc création de la chaire d'histoire de l'architecture confiée à Anatole de Baudot pour former les architectes restaurateurs qui réclament donc les services des monuments historiques en France. Donc on a vu, ça passe par l'action de la société civile, par l'action politique, par l'inventaire et ensuite par la formation de professionnels adaptés, sachant ensuite gérer et travailler sur les monuments historiques. 1887, c'est l'année qui marque la naissance de l'école de Chaillot, donc en rupture avec l'Académie des Beaux-Arts
et là sous l'égide de figures comme Viollet-le-Duc à André Malraux. Alors, il y avait quoi dans ces premières listes des 1840 ? Qu'est-ce qui était considéré patrimoine lorsque cette notion commence à émerger en France ? Alors, j'ai commencé à regarder cette liste pour faire mon cours à Val-de-Seine et nous avons donc 1082 entrées, dont 934 édifices. Et les départements en tête de liste, donc les Bouches-du-Rhône, Calvados, Seine-Maritime, l'Aube, le Vaucluse, on sent une tendance vers l'Antiquité, vers le roman, le gothique, mais nous avons, par exemple, parmi ces éléments ces édifices qui ont été protégés dès la première liste, la cathédrale Notre-Dame de Doms, le palais de justice de Rouen, et curieusement, aucun monument parisien. Nous avons ensuite des vestiges d'édifices de l'Antiquité, comme on l'a dit à l'instant. Donc à gauche, oui c'est bien, à votre gauche, le camp des Romans de Joublin, et à droite, un vestige d'un monument funéraire. Mais ce qui m'interpelle dans ces monuments qui figurent sur cette première liste, c'est le point d'interrogation, malheureusement qui est peut-être trop petit pour vous, un monument funéraire, point d'interrogation. Et là, on est confronté à un paradoxe, à la fois des mémoires et d'oubli. On l'a protégé, on l'a inventorié, on l'a classé, mais aujourd'hui, on n'est même plus certain de ce que c'est. Donc, une fois qu'on s'est mobilisé, qu'on a appliqué, qu'on a créé une réglementation, qu'on l'a protégé, qu'on a fait les travaux, reste encore à communiquer, à documenter et à transmettre. Donc, d'un point de vue réglementaire, la loi continue d'évoluer, encore aujourd'hui d'ailleurs. En 1913, c'est la loi du 31 décembre relative aux monuments historiques qui est encore en vigueur. Donc, c'est possible de classer des biens immeubles ou meubles, même en l'absence de consentement du propriétaire. Il y a la création de l'inscription à l'inventaire supplémentaire pour les édifices qui, sans justifier forcément d'un classement immédiat, présentent cependant un intérêt pour en rendre désirable la préservation. Et cette loi entérine donc toutes les listes précédentes avant la promulgation. Seulement en 2004, nous avons l'apparition du Code du patrimoine. Aujourd'hui en France, la demande de protection peut émaner de toute personne ayant un intérêt, que ce soit le propriétaire, une association, une collectivité territoriale, une association de défense du patrimoine ou les services de l'État. Le Code du patrimoine, donc, a défini, d'un point de vue réglementaire, qu'est-ce que c'est le patrimoine aujourd'hui. Le patrimoine s'entend, au sens du Code, de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Donc ça, c'est la version en vigueur depuis 2021. Donc ça montre bien que l'évolution est constante. Par ailleurs, ça ne vous a peut-être pas échappé que depuis une quinzaine de jours, le Concorde vient d'être classé objet au monument historique. Et l'argument avancé par le ministère, dans l'arrêté qui est paru donc depuis le 5 mai, c'est grâce à sa place privilégiée dans l'industrie aéronautique française. Donc si on essaye de faire un tout petit résumé de l'évolution du Code du patrimoine, tout d'abord, 1913, la protection au titre des monuments historiques en arrêté ministériel porté par l'État à l'échelle de l'édifice. Mais il y a aussi la volonté de protéger
les abords, le contexte urbain de cet édifice ou l'ensemble en tant que tel. On commence par l'échelle en 1913 et ensuite on a également d'autres outils pour protéger à l'échelle urbaine. Donc vous avez le PLU avec un volet patrimonial. Ce sont des servitudes d'urbanisme. Le PLU peut protéger tant à l'échelle des édifices, mais aussi à l'échelle urbaine et paysagère. 1962, donc c'est la loi André-Malraux qui met en place les secteurs sauvegardés, aujourd'hui abrogés, hein, mais dans Paris, vous avez le Marais et Paris 7e. En 1983, également abrogé, c'est les zones de protection du patrimoine architectural et urbain. En 1993, les aides PPAUP, à laquelle on ajoute donc l'élément paysager. En 2010, l'AVAP, également abrogé, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, pour enfin arriver en 2016, donc les SPR, donc les secteurs patrimoniaux remarquables qui peuvent avoir donc des PVAP ou des PSMV. Ce sont les outils de protection les plus contraignants, c'est-à-dire que même les travaux en intérieur d'un édifice, dans un secteur protégé, font l'objet d'une demande d'autorisation. Ça s'explique quand on a des ambassades, des hôtels particuliers avec des lambris, des décors peints, des vitraux, etc. Ce qu'on appelle les objets à perpétuelle demeure. Donc si on essaye de regarder quelques éléments considérés, protégés de monuments historiques actuellement en France, par exemple le Palais des Papes à Avignon. Donc on voit que nous avons l'échelle monumentale, nous avons la qualité architecturale, nous avons les commanditaires. Bon, désolé pour la petite faute d'orthographe. La fonction, la rareté, l'ancienneté. On n'a pas 50 palais des papes. On a une certaine ancienneté, ça revient donc au XIVe siècle. On a l'échelle monumentale. Pour ceux qui se sont déjà rendus à Avignon, vous êtes toujours très surpris par cette échelle de ce palais au milieu de la ville. Et évidemment, la qualité architecturale indéniable, puisque ce palais est encore présent aujourd'hui. Pas très loin, à Villeneuve-les-Avignon, le tombeau du pape Innocent VI, qui est conservé à la Grande Chartreuse. Donc là, vous avez la qualité architecturale, certes, vous avez le commanditaire, donc le pape, la fonction, la rareté, l'ancienneté, mais l'échelle monumentale n'y est pas. Et pourtant, Prosper Mérimée, donc le premier inspecteur général des monuments historiques, s'y est rendu et était vraiment ébloui devant cet ouvrage majeur. Vous avez juste à côté donc un panneau de communication à l'attention des visiteurs qui explique pourquoi cet élément a été protégé dès le départ. Donc on a parlé tout à l'heure de la question du paradoxe de la mémoire et de l'oubli, et vous avez donc là un texte qui explique aux visiteurs pourquoi ça a été protégé. Là, nous avons donc une vue de Saint-Saturnin dans le Luberon, vue depuis les ruines du château, qui explique la nécessité de réglementer, de générer une réglementation qui protège aussi à l'échelle urbaine. Vous voyez un ensemble extrêmement cohérent. Vous voyez le partage entre le patrimoine architectural, la cohabitation entre le patrimoine architectural et le patrimoine naturel. Donc ça coche les cases de valeur historique, valeur d'ancienneté, la valeur d'ensemble urbain. En revanche, ce sont des petites maisons, il n'y a pas vraiment d'échelle monumentale, ce sont des petites maisons assez courantes, hein. Il n'y a pas une qualité architecturale exceptionnelle, tout est relatif, hein. Évidemment qu'il y a une véritable qualité architecturale, mais je pense qu'on se comprend. Ce ne sont pas forcément de commanditaires, des grandes personnalités. Bon, la fonction, c'est des maisons, donc il n'y a pas de rareté, c'est beaucoup de maisons, des résidences, voilà. Et donc là, on commence à se poser la question, est-ce que c'est vraiment du patrimoine? Et
quand on intervient dans ce genre de secteurs, souvent les élus avec lesquels on a affaire, ils ne comprennent pas pourquoi il y a l'avis de l'architecte de bâtiments de France, pourquoi il faut faire appel à un architecte du patrimoine. Alors que là, je pense que cette photo, elle est assez parlante d'elle-même. A contrario, vous avez donc la vue du fort et de l'abbaye de Saint-André, donc à Villeneuve toujours, depuis cet ensemble urbain. Donc là, oui, ça coche plus de cases. L'échelle monumentale, la qualité architecturale, les commanditaires, la fonction, l'ancienneté, l'intégrité. En revanche, il n'y a pas de valeur d'ensemble. Donc c'est vraiment un ouvrage exceptionnel construit par Philippe le Bel au XIVe siècle qui s'opposait au Palais des Papes et au pape d'Avignon en cette période trouble de l'histoire. On peut ajouter aussi d'ailleurs à cette notion-là la notion d'intégrité que nous n'avions pas pour les deux exemples de la première liste que nous avons vus de 1840. Comme je disais tout à l'heure, et comme le démontre l'évolution de la réglementation, nous avons de plus en plus la notion du patrimoine naturel qui s'applique au jardin historique, mais pas que, comme cet exemple de l'abbaye de Saint-André qui se situe juste à côté du fort qu'on vient de voir à l'instant, avec ses différentes composantes des jardins, des bassins, des allées, des balustrades, des tonnelles, ainsi que la végétation elle-même. Donc nous avons la qualité paysagère, nous avons les commanditaires qui se détachent, nous avons la fonction, le jardin d'agrément, l'ancienneté, la valeur d'ensemble, la valeur environnementale, mais pas tellement la valeur d'intégrité ni l'échelle monumentale. Encore quelques vues qui illustrent la volonté de composition de ces jardins, de cette abbaye. Et là, une autre notion également, avec cette image de Roussillon, qui va faire le lien justement avec le territoire. Nous avons une vue qui montre la valeur de cette ville qui est ancienne. Voilà, nous avons la valeur d'ancienneté, la valeur d'ensemble, la valeur environnementale, mais pas forcément l'intégrité. Il y a beaucoup de pertes, il n'y a pas d'échelle monumentale, il n'y a pas une qualité architecturale comme les grands monuments que nous avons vus tout à l'heure. Les commanditaires, voilà, ce n'est pas non plus des personnalités, et la fonction, c'est des résidences, etc. Mais il y a ici une notion intéressante, notamment quand on parle de terre et culture, c'est le lien avec le territoire et avec les ressources naturelles qu'il présente. À Roussillon, pour ceux qui ne connaissent pas cette région du Luberon, ce sont les anciennes carrières d'ocre qui, comme on l'a vu sur la photo précédente, ont une incidence majeure sur l'architecture locale. À cela s'ajoute la notion du patrimoine immatériel, de la transformation de la matière, de ses ressources naturelles, d'un savoir-faire, la création des carreaux, d'enduits, etc. Et enfin, l'architecture que nous avons vue juste avant. Donc c'est tout un cheminement logique qui ancre cette technique, cette matière, ces ressources avec le territoire où elle se situe. Mais alors, tout est patrimoine. Où s'arrête-t-on dans la mosaïfication de toutes sortes, dans toutes les échelles, techniques, édifices, usages, époques? En réalité, cette approche n'a rien d'aléatoire, tout ce qu'on vient de voir. En réalité, on applique une grille des lectures. On s'inspire à l'école de Chaillot à la grille des lectures d'Aloïs Riegel, de manière à ce que la lecture de ces édifices, de ce patrimoine, soit le plus proche possible d'une lecture, d'un argumentaire solide et qui ne se base pas uniquement sur des avis subjectifs
d'un tel architecte, d'un maire ou d'une autre personne quelconque. Parallèlement à la réglementation, et j'ai voulu volontairement séparer les deux notions, nous avons les approches doctrinales qui se construisent aussi au fil des années avec les grandes chartes internationales, donc à partir du XXe siècle, qui évoluent parallèlement donc à l'évolution du cadre réglementaire. La première charte internationale est la charte d'Athènes. Elle constitue des recommandations et ont une valeur déontologique. Elles n'ont pas la même valeur juridique que l'on peut avoir comme la réglementation en France. Elles donnent les grandes lignes et à l'échelle internationale. Mais effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, elles n'ont pas le pouvoir elles n'ont pas la valeur juridique pour chaque pays. Donc si la réglementation, elle, n'absorbe pas la déontologie, elle accompagne la progression et l'échelle des protections qu'on a vues, donc de l'édifice, de l'objet, aux ensembles urbains, jusqu'au paysage. Cette charte d'Athènes, qui date donc de 1931, recommande de respecter dans la construction des édifices le caractère et la physionomie des villes, surtout dans le voisinage des monuments anciens dont l'entourage doit être l'objet de soins particuliers. Même certains ensembles, certaines perspectives particulièrement pittoresques doivent être préservées. Donc cette charte, c'est rédigée, c'est construite en quelque sorte à une époque, donc le contexte de l'après-guerre. Et là, par exemple, vous avez l'illustration du plein voisin de Le Corbusier. Donc on est vraiment, ce qu'on voit là en bas à droite, c'est la Seine, hein, donc on est en plein centre historique, le noyau parisien. Et donc, il y a quand même une certaine contradiction entre ce qui se passait à l'époque, enfin ce qu'on vivait à l'époque, les grandes idées des architectes et les grandes orientations issues de ces chartes. Peut-être la plus connue des chartes, des recommandations internationales, c'est la charte de Venise qui arrive 30 ans plus tard. Donc c'est la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et sites, avec un ensemble d'orientations qui fournit un cadre international pour la préservation et la restauration des objets et des bâtiments anciens. Elle a été approuvée donc par le Congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques qui se sont réunis à Venise du 25 au 31 mai 1964. Donc, les grandes orientations de cette charte: restaurer le dernier état connu, conservation du matériau ancien, donc très attaché à la matière, conservation des apports valables des différentes époques, et les interventions doivent être lisibles, pas dans le mauvais sens de la lisibilité. Parmi les pays qui participaient de ce congrès international, l'Italie, la France, l'Espagne, la Tunisie, la Grèce, la Belgique, les Pays-Bas, Portugal, Mexique. Et donc, avec le temps, avec la tentative et la volonté d'appliquer ces grandes orientations, les professionnels, les acteurs se sont rendus compte qu'il manquait quelque chose. Il manquait encore, ce qu'on a vu, c'est le contexte culturel des pratiques locales des pays qui n'avaient pas participé de cette grande réunion de 1964. Et c'est alors qu'on arrive au document de Nara, qui est un document légèrement moins connu du grand public, mais qui pour nous, architectes du patrimoine, constitue le grand document de référence actuellement. Il tient compte de la pluralité culturelle et la diversité des expressions patrimoniales. Il tient compte de la contextualisation de l'authenticité, de l'élargissement des dimensions de l'authenticité, qui n'est pas restreinte à la matière. Les matériaux, certes, en font partie, mais il y a la forme, le design, le dessin, l'usage, les fonctions, les traditions et les techniques, le contexte culturel, l'esprit, le sentiment. Pour illustrer l'importance
d'intégrer ces nouvelles notions dans un nouveau document, dans une nouvelle charte. Nous avons 2 exemples qui, me semble-t-il, sont très représentatifs. Le sanctuaire d'Ise au Japon, donc, qui est reconstruit à l'identique tous les 20 ans, permettant ainsi un gage de pureté, une transmission de savoir-faire. La dernière version datait de 2013. Et donc les traditions et les consignes de construction extrêmement précises sont transmises dans un ensemble de textes qui datent du Xe siècle. Donc cette transmission, qui va dire, si on devrait appliquer la charte de Venise, que le nouveau temple, le nouveau sanctuaire d'Ise qui est construit ex nihilo juste à côté, est moins authentique que le précédent. C'est une notion qui ne s'applique pas à ce temple. Et il y a même une cérémonie qui s'appelle, pardonnez-moi l'accent, Shikinen Sengu. Un autre exemple très représentatif de nouvelles notions introduites par le document de Nara, donc c'est la grande mosquée de Djenné au Mali, qui est considérée comme le plus grand édifice intercru du monde. Et chaque année, la communauté organise un grand enduit collectif appelé le crépissage, durant lequel des centaines d'habitants appliquent un nouvel enduit de banco sur l'ensemble du bâtiment. Là, à nouveau, qui va dire que à chaque nouvelle séance de crépissage, le monument est moins authentique que le précédent? Je pense qu'on a compris donc l'importance de continuer à débattre et d'intégrer des nouvelles cultures, de nouvelles pratiques. Donc, si on fait une petite liste des approches doctrinales, donc 1972, Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel naturel, 75, Déclaration d'Amsterdam, Nairobi en 1976, Florence, Washington, le document de Nara en 1994, 2000, Convention européenne du paysage, la charte de Cracovie, les mémorandums de Vienne, 2010, la charte des paysages urbains historiques de Rio. Donc, comme la réglementation, les chartes et les grandes orientations continuent d'évoluer grâce à des colloques, des conférences internationales organisées par des institutions comme l'UNESCO, l'ICOMOS et ainsi de suite. Donc, l'approche doctrinale aussi est en constante évolution et souvent en dialogue avec la réglementation. Et là, j'aimerais citer un exemple récent que j'ai présenté aussi en cours, et je prends mon anti-sèche, vous me pardonnerez. C'est la chapelle Garot à Rémouillé. On s'est posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce que tout est patrimoine? Où s'arrête tout? Alors la commune de Rémouillé, propriétaire de la chapelle Garot, donc une chapelle funéraire érigée par Jean-Pierre Garot, aux alentours de 1860, ancien maire, donc situé à Rémouillé, Loire-Atlantique. La commune a souhaité protéger cet édifice et a demandé à ce qu'il soit inscrit au titre des monuments historiques. Tout le monde s'est prononcé contre. L'ABF, la CRMH, la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet. Donc la commune a saisi la juridiction administrative contre la décision du refus et le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours avec les arguments suivants. Le tribunal a d'abord rappelé que l'inscription au titre des monuments historiques n'est possible que si le bâtiment présente un intérêt d'histoire ou de l'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Le tribunal a ensuite validé les arguments du préfet, à savoir la chapelle a une architecture hétérogène, composée de 3 volumes juxtaposés, sans articulation entre eux, l'ajout de superstructures d'expression maladroite, ainsi qu'une échelle légèrement surdimensionnée, rendant un résultat d'ensemble assez confus. Si on regarde les exemples de la première liste de 1840, on pourrait les confronter à cet avis qui a été rendu donc par le tribunal.
Et si on essaye de faire cocher les cases de toutes les notions, les valeurs, les critères qu'on avait vus tout à l'heure, est-ce que ça marche? Donc, qui est le commanditaire? Jean-Pierre Garot, ancien maire de Remouillé. Peut-être qu'il n'a pas une importance majeure pour l'histoire de France, mais pour ces acteurs locaux, il a une grande importance. L'ancienneté, bon, vers 1860. La qualité architecturale, de mon point de vue, elle y est, granit et ardoise. Donc, la chapelle aussi s'inscrit dans un style romantique. Elle essaye d'associer différents styles. La rareté, c'est l'une des dernières folies construites par Jean-Pierre Garot. Le reste n'a pas survécu à la pression foncière aux alentours. Et l'intégrité, l'ensemble y est. Donc, sans rentrer dans le détail de l'analyse du dossier ou du bâtiment auquel nous n'avons pas eu accès, mais les arguments pour ne pas protéger interpellent. Sur le premier point, faut-il qu'un édifice soit parfaitement homogène, bien articulé, des proportions gracieuses pour avoir de la valeur, ou pour qu'il soit reconnu en tant que patrimoine? On a vu, au travers des exemples qui ont été cités au départ, pas forcément. Je pourrais citer un grand nombre de cathédrales emblématiques du gothique ou de fastueux palais royaux qui ne répondent pas tous à ces critères. Cet argument est plutôt limité donc à une lecture matérielle et par ailleurs enquêtant à plusieurs aspects, au-delà de l'architecture. Faut-il avoir 2 bras, 2 jambes, des cheveux longs, crépis pour être considéré complet, intègre et avoir de la valeur? Sur le deuxième point, la disparition de son environnement pourrait au contraire être une raison de plus pour sauver ces derniers vestiges d'architecture funéraire à cet emplacement. Enfin, le fait qu'il conserve un objet classé, mais sachez que Jean-Pierre Garot était un grand collectionneur et qui a ramené des objets qui sont classés, qui sont conservés dans cette chapelle, pourrait aussi questionner, puisque comment conserve l'objet protégé si l'édifice qui l'abrite lui-même pourrait disparaître? Donc, quelques exemples de cathédrales très importantes. Qui va dire que la cathédrale de Toulouse, je cite, est composée des volumes juxtaposés sans articulation et l'ajout de superstructures, d'expressions maladroites. Enfin, qui va oser dire quelque chose comme ça de la cathédrale de Toulouse? Ou encore, qui est pourtant fait partie de la liste des 1862? Ou encore la cathédrale de Beauvais avec l'église Notre-Dame de Basse-Œuvre, comme vous voyez sur la petite flèche à gauche. La cathédrale de Beauvais, donc liste de 1862, celle-là n'est pas la façade, ça c'est le bras sud du transept. En réalité, la cathédrale de Beauvais est inachevée et s'élève juste à côté de cette toute petite église qui est donc Notre-Dame de Basse-Œuvre juste à côté. Qui osera dire qu'il y a un problème de juxtaposition des volumes surdimensionnés de la cathédrale de Beauvais? Enfin, évidemment, je n'apporterai pas des réponses à toutes ces questions et j'ai souhaité interroger autrement donc la question de l'évolution du patrimoine en abordant, pour conclure cette petite conférence, cette balade patrimoniale avec, quand j'ai su que Paul Barnoux serait également présent, donc avec des exemples d'intervention, des reconstructions de l'après-guerre suite à la guerre de 14-18. Donc vous voyez sur ces images quelques vues de la ville de Soissons et de sa cathédrale, anéantie par les bombardements de 1917. Cette cathédrale a fait l'objet donc d'un passage en inspection à la CNPA il y a quelques années, où l'on se posait la question du parti d'intervention à adopter pour les travaux à venir. Comment la restaurer?
Est-ce qu'on devait revenir à un état historique de référence? Est-ce qu'on devait changer les matériaux? Quelle technique adopter? Et je cite cet exemple parce que j'ai entendu à cette époque donc l'avis de monsieur l'inspecteur général des monuments historiques ici présent, Paul Barnoux, qui déclarait pour cette cathédrale, qui faisait la liste de toutes les interventions, de l'histoire des interventions sur cette cathédrale et qui apportait un nouveau regard sur les efforts de grande importance qui avaient été faits pendant la reconstruction et qui constituaient pour ce monument un nouveau départ. Et qu'il n'y avait pas moyen, pour un événement majeur de l'histoire, de revenir en arrière. Et cet avis m'avait beaucoup marqué et m'a ensuite beaucoup inspiré dans ma pratique et m'a aidé à comprendre aussi des grands choix d'intervention qui ont eu lieu. Par exemple, ici une vue de la cathédrale de Reims, qui a également été victime des bombardements, comme par exemple avec la reconstruction d'une nouvelle charpente en béton armé, inspirée de la charpente à la Philibert Delorme que nous avons vue tout à l'heure, mais cette fois-ci en béton armé, et qui est aujourd'hui considéré comme un grand chef-d'œuvre de la reconstruction. Un peu plus modeste, mais c'est l'occasion, j'ai eu l'occasion à titre personnel avec mon agence actuellement d'être confrontée à ces mêmes questions lorsque j'ai travaillé à l'abbaye de Saint-Léger, donc une étude que nous venons de rendre à la ville de Soissons, qui a également subi donc les interventions, les destructions de la Première Guerre, et dont certains choix de reconstruction avaient adopté. Il y avait un parallèle avec la cathédrale de Soissons, avec une volonté de reconstruire avec des fermes en béton, avec de nouvelles techniques. Et l'un de mes confrères, qui avait travaillé une vingtaine d'années avant moi, avait préconisé la dérestauration des interventions de la reconstruction. Or, on a bien compris, la notion du patrimoine continue d'évoluer, le parallèle avec les grandes chartes internationales continue d'évoluer, et donc un écart de 20 ans avec le regard de deux architectes a permis, au contraire, de suggérer à la DRAC Hauts-de-France, donc maître d'ouvrage, de conserver ces interventions comme un apport valable de l'édifice. Donc si on devait conclure, la notion de patrimoine, elle est évolutive, ainsi que la réglementation. C'est une histoire que nous sommes encore en train d'écrire, et des moments comme celui-ci sont fondamentaux pour pouvoir échanger, pour débattre, pour évoluer. Le patrimoine, on l'a vu, c'est la matérialisation architecturale d'une culture. Il est porteur de symboles, de représentations. C'est la cible des conflits. Nous sommes parfois dépassés par sa longévité, ce qui nous met devant des paradoxes comme la mémoire et l'oubli. Et souvent, on pense que le patrimoine égale passé, mais en réalité, ce sont des belles perspectives pour l'avenir. Donc pour terminer sur une note de nouveau départ, en réalité, le nouveau départ pour un monument est aussi une note d'espoir, si nécessaire, dans le secteur du patrimoine. Je vous remercie pour votre attention.